La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, c'est un podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Le mot réalisme ne veut rien dire dans une certaine mesure. Tout est réaliste, il n'y a pas de frontière entre l'imaginaire et le réel. Citation de Federico Fellini, le réalisateur et scénariste italien. Et c'est avec cette citation que je vais vous présenter celle qui est l'actrice du podcast d'aujourd'hui. Elle s'appelle Céline Jacobs. Elle a étudié le journalisme et son nouveau roman s'appelle L'homme imaginaire. Il est publié aux éditions Le Lys Bleu. Avant de poser la première question, je voudrais vous prévenir qu'il y a sûrement une découverte que vous allez faire en lisant le livre, en écoutant le podcast. Est-ce que l'autrice de ce livre est aussi l'actrice du roman ? Oui ou non ? La question se pose. Vous aurez peut-être la réponse en écoutant le podcast et en lisant ce livre, ou peut-être pas. Bonjour Céline Jacobs. Alors une question, écrire un livre, est-ce que c'est difficile ? Eh bien, je pense que tout le monde peut écrire un livre. Comme on entendait dans Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. En fait, moi-même, je ne pensais pas en être capable. Et un jour, par nécessité, j'ai pris un bic et un papier et j'ai posé dessus les pensées qui étaient les plus manifestes. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des idées que je ne pensais même plus, auxquelles je ne pensais plus, et qui avaient été déterminantes dans ma vie. Des expériences importantes, mais que j'avais quasi oubliées, et qui pourtant conditionnaient la manière, la manière dont j'agissais et qui j'étais vraiment. Votre livre précédent, on va d'abord en parler, il parle de votre fils. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Donc ensuite de vos questions, et pour terminer la réponse à cette première, je pense que tout le monde peut écrire en effet, à partir du moment où on ressent l'envie de s'exprimer et de poser des mots clairs sur ce qui nous tracasse ou nous rend triste. C'est important. Et je pense donc que tout le monde peut le faire. Et moi-même, je vous dis, en ce qui concerne ce second livre, pour répondre à la deuxième question, je ne me croyais pas que je pouvais arriver à me faire publier un jour, et pourtant, un jour, j'ai posé des mots sur papier parce que j'avais la motivation de le faire pour mon fils, voilà. Le premier livre lui est destiné et j'ai écrit dès le début de ma grossesse jusqu'à ses 6 ans, ses expériences de vie et la manière dont s'est déroulée sa petite enfance. Je fais ça pour lui laisser la mémoire de ses premières années d'existence, pour qu'il puisse peut-être être plus rapidement équilibré que ses parents. Quand vous écrivez, est-ce que vous avez une sorte de discipline d'écriture ? Par exemple, vous écrivez tous les jours à la même heure, vous buvez une tasse de thé avant d'écrire. Comment ça se passe un petit peu, votre mise en condition pour l'écriture ? À part la méditation, je n'ai pas vraiment de mise en condition matérielle et physique. Je cogite et quand il y a le besoin se fait sentir d'écrire, le besoin, je veux dire, le raisonnement est suffisamment clair dans ma tête et m'apparaît comme une évidence, alors là, il est temps pour moi de me mettre à mon clavier et d'accoucher de mon point de vue, qui est donc avant tout en gestation pendant la majorité du temps. On va maintenant parler de votre dernier livre, donc L'homme imaginaire. Est-ce que c'était pour vous une envie ou un besoin de l'écrire ? Un défi. Un défi de me dire, tiens, est-ce que je serais capable finalement de parvenir, pour moi le plus difficile, à trouver un sujet qui mérite mon attention, et finalement le sujet s'est imposé de lui-même. C'était l'homme imaginaire est particulier dans le sens où c'est un hommage à un homme formidable qui a disparu trop tôt. Et je voulais, en écrivant ce livre, d'une part, laisser
ça marque le souvenir de son passage sur cette terre, et d'autre part, retrouver une personne parmi les autres qui a vécu le traumatisme de son décès accidentel. Et qu'est devenue cette personne, et comment pourrait-elle se comporter dans la vie si elle s'embarquait dans une relation comme elle l'est finalement, de toute son âme et de tout son cœur. Pourquoi vous l'avez appelé l'homme imaginaire ? Parce que l'homme imaginaire, c'est la personne, donc il y a deux personnages, Cathy et Pat. Et Cathy donc a perdu cette personne chère quand elle était très jeune, à 17 ans. Et juste avant, elle l'a aimé très fort. Et au final, il a appelé l'homme imaginaire ce livre, parce que il reste le rêve de ce que j'aurais pu vivre ou pas avec cette personne. Et dans ce cas-là, par chance, on peut s'imaginer le meilleur. La couverture du livre, c'est pas un homme, c'est vous en couverture. Pourquoi avoir choisi spécialement cette photo ? C'est justement moi, à l'âge de 17 ans, quelques mois après avoir perdu, après que cet homme, qui s'appelait Mike Boucher, et peu après qu'il ait perdu la vie. Et donc, je suis sur cette photo, très artistique par ailleurs, une personne très attristée et même choquée par ce qu'elle vient de vivre. Les personnes qui ont envie de lire le livre n'ont qu'à regarder la pochette et y comprendront. Votre maison d'édition, c'est le Lys Bleu. Est-ce que vous avez envie de continuer à faire un bout de chemin ensemble ? Et puis, comment vous les avez croisés ? Comment vous les avez rencontrés ? Parce que souvent, on dit que trouver une maison d'édition, c'est pas facile, hein ? Ah oui, j'ai effectivement galéré pendant plus d'1 an, mais je ne me suis pas découragée. Et j'ai eu plusieurs réponses, mais comme j'avais déjà vécu pour Petit Homme, c'était surtout des demandes, des accords, des contrats de publication, mais avec une participation de l'auteur, jamais tout à fait clair. Donc finalement, j'ai trouvé cette maison d'édition et j'ai quelques livres à la maison dont je bénéficie, mais pour moi, que j'ai dû financer, mais pour moi c'est une chance inouïe d'être tombé sur cette maison qui m'a fait confiance et avec qui j'ai fait un travail, je trouve, extraordinaire. En page 4 de couverture de votre livre, on peut lire ceci. Mai 68 a tué un peu l'intimité dans leurs relations amoureuses. Alors là, moi je me dis, le jour où je rencontre Céline Jacobs, je lui pose la question. Donc je vous pose la question. Pourquoi mai 68 a tué l'intimité dans les relations amoureuses ? Ouais, je dénonce cette libération des mœurs qui est passée comme une révolution positive. Il y avait aussi la dénonciation de la guerre du Vietnam et les nombreux militants pour la paix. Mais il y avait ces 50% de thèmes de cette pseudo-révolution qui était la révolution sexuelle. Et je trouve que ça n'a pas fait du bien aux relations entre les hommes et les femmes. Il y a eu la révolution féministe en parallèle, ou juste après. Et je soutiens très fort la condition de la femme dans ce qu'elle peut avoir d'important à expliquer pour la justice. Seulement, ce que je veux dire par rapport à mai 68, c'est que effectivement j'ai observé une détérioration dans le couple, une montée en puissance des divorces et un mur d'incommunication, un mur de silence qui s'est progressivement dressé dans beaucoup de couples. Et c'est confirmé par les statistiques ici à Bruxelles, on en est presque à 2 ou 1 sur 2, 2 sur 3 ou un couple sur 2 qui finit par une séparation. Donc depuis longtemps, je me suis intéressée aux relations hommes-femmes. Déjà, mon mémoire à l'université s'intitulait « Relations hommes-femmes pour une égalité dans la différence, de la domination masculine à la reconnaissance de la valeur féminine » et principalement depuis mai 68. Mon mémoire commençait sur cette description de la révolution, sur la volonté de comprendre les dessous de ce qui paraît idyllique en fait, et comme une libération, donc là où peut-être ça nous a séparés plus qu'autre chose et entraîné un sérieux mur entre les deux genres, entre les genres.
Qu'est-ce qui est d'après vous le plus difficile et décevant lorsque on est comme vous, une autrice? Le plus difficile, vous dites? Quand on écrit, peut-être c'est décevant. Disons que la manière, le statut d'écrivain est le dernier avec lequel on pourrait vivre. Même survivre, c'est pas possible. Donc forcément, un auteur doit investir son énergie ailleurs pour pouvoir gagner sa vie et manger simplement. Et donc le boulot d'écrivain est un peu ingrat, mais pour moi c'est pas un boulot, c'est une passion. Et ça va, je suis à l'abri du besoin. Mais je pense que pour beaucoup d'artistes, et pas seulement les écrivains, le statut social qu'on leur offre, et à plus forte raison depuis les événements du Covid, est de plus en plus restreint et ils ont des conditions de vie très difficiles. Voilà. J'ai répondu à la question, je ne sais plus. Et qu'est-ce qui est, d'après vous, le plus valorisant, justement, dans l'écriture? Oui, pour finir de répondre, effectivement, bien que c'est pas ça l'important quand on écrit, l'argent. Le plus valorisant, c'est l'amour des gens qui acceptent d'ouvrir votre univers, de vous lire et de vous découvrir. Ça, c'est une grande reconnaissance. Pas au niveau notoriété, mais au niveau relation humaine et partage. Et le fait de se faire lire, c'est avant tout un honneur pour moi, et de découvrir l'admiration des gens qui ont tellement à exprimer eux-mêmes et qui voudraient, souvent qui me demandent aussi, transmettre leur histoire. Est-ce qu'on pourrait donner 3 mots qui vont vous définir? Ça peut être 3 qualités ou 3 défauts. Il y a un mot un peu bête, mais que je trouve qui a une signification immense quand on le voit dans son sens positif, sans le travestir, c'est le mot gentil. Je suis quelqu'un de fondamentalement gentil, et je comprends pas les gens qui ne peuvent pas l'être, parce que les premiers que ça blesse, c'est eux-mêmes. Donc ça, c'est une qualité que j'ai, je le sais. En tant que femme de 43 ans, maintenant, j'ai aussi la volonté d'évoluer, surtout étant maman, vers toujours plus de douceur. Et c'est un travail pour tout être humain, je pense, aussi. Enfin, un défaut peut-être, pour être complète, je dirais l'impatience. Là où on a voulu justement m'inculquer, je n'ai jamais supporté d'attendre, bien que j'entends bien la différence entre l'attente et la patience. Patienter pour quelque chose, attendre en perdant son temps. Donc j'ai appris la patience, mais il n'y a rien à faire. Je suis d'une nature impatiente et stressée, en fait, c'est ça. Vous vous mettez parfois en colère? Non, je peux être ronchon. Rare fois, non, pas spécialement. Est-ce qu'il y a un parfum qui vous évoque des souvenirs? Quand vous sentez ce parfum, ça vous évoque des souvenirs? Quand je pense à mon parfum, je souris. C'est une ode de parfum. Parce que je vois aussi qu'une de mes qualités, si je devais en dire une troisième, ce serait la fidélité. Mon eau de parfum, je l'utilise depuis l'âge de 12 ans. Je connais un peu les parfums pour avoir collectionné les échantillons jeunes. Et celle-là, c'est une simple d'Yves Rocher, du chèvrefeuille, l'odeur du chèvrefeuille qui me suit depuis toujours et qui me rafraîchit. Comment dire, qui me rafraîchit tant extérieurement et qui me fait une grande bouffée d'oxygène en même temps. Voilà. Vous venez de parler de fidélité, vous parlez de l'importance aussi du fait que les personnes qui vous lisent sont attachées à vous. Vous aimeriez bien garder cet attachement, que le lecteur reste attaché à vous pendant très longtemps? Aussi longtemps qu'il le souhaite. Moi, je suis là et je suis très touchée par ses attentions. Mais je serai toujours attentive à chacun d'entre eux qui voudra me parler et qui essaiera de venir avec une bonne intention pour partager une impression sur sa lecture ou simplement dire bonjour. Quand vous prenez une pause, un goûter, vous êtes plutôt... vous croquez une pomme, vous mangez une tablette de chocolat ou de la pizza? Je ne suis pas gourmande.
Je mange quand j'en ai besoin, et ce dont j'ai besoin. Et je ne fais pas trop d'encas. Un café, une cigarette. Est-ce que vous avez été inspiré par des personnes que vous avez croisées? Oui, je pourrais dire 2 personnes. Mon institutrice de 4e primaire, qui m'a beaucoup marqué par sa bienveillance lors de mon retour d'Afrique. Je vivais en Afrique centrale pendant toute mon enfance et je suis rentrée brutalement à mes 9 ans. Et en 4e primaire, j'ai été accueillie donc par cette institutrice, Ariane, qui a permis de me redonner confiance et de m'adapter comme j'ai pu à ce béton ici à Bruxelles. Ensuite, c'est aussi c'est le tout début de ma scolarité en Belgique, et la toute fin, c'était à l'université, mon directeur de mémoire, qui est aussi le doyen de la faculté de journalisme. J'ai nommé monsieur Thomas Gergely, un monsieur que j'admire beaucoup et qui m'a appris aussi énormément de gentillesse, de bonté. Et il donne énormément de savoir, toujours avec le sourire et l'envie d'apprendre, l'envie de faire apprendre. Je sais pas comment on dit. Et voilà, j'ai toujours contact avec ce monsieur et ce professeur grammairien, directeur de l'Institut des religions et de la laïcité, du judaïsme, que sais-je, de l'Institut des religions. C'est un grand homme, voilà, et ils m'ont beaucoup inspiré par surtout leur ouverture d'esprit, voilà. Il a lu vos livres? Oui, parfois avant même, mais là il n'a pas lu le final. Oui, c'est une relation où on est très attendris l'un par l'autre, et je pense qu'il est fier de moi, ça fait du bien, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui vous ont marqué? Oui, les deux, je peux vous dire. Il y a d'une part La prophétie des Andes en livre, écrit par James Redfield, un best-seller américain de la fin des années 80, milieu. Et le film Au-delà de nos rêves, réalisé par je ne sais pas qui, mais joué aussi par Robin Williams. Un film magnifique aussi sur la mort et au-delà. Et tandis que James Redfield, dans son livre La prophétie des Andes, il explique sa vision du monde, son ressenti, et commence au travers d'une histoire dans la cordillère des Andes, commence par expliquer que tout est énergie. Et en deuxième lieu, qu'il n'y a pas de coïncidence. Ça me fait penser à Einstein, dont on a dit qu'il avait peut-être écrit une lettre à sa fille avant de mourir, où il disait « Mon Dieu, j'ai écrit E égale mc carré, égale masse fois vitesse de la lumière au carré, l'énergie. » Et il dit « Pourquoi j'ai pas écrit E, l'énergie égale l'amour, un A majuscule, fois la vitesse de la lumière au carré. » Et il dit « J'aurais pas donné à l'être humain le pouvoir de se tuer d'une part, avec la science atomique, et d'autre part, j'aurais peut-être donné une clé pour que l'humanité évolue dans un sens plus spirituel et positif, plus philosophique et axé sur la personne humaine, plutôt que sur l'argent et le profit. » Et le livre? Vous avez parlé du film, pas du livre encore. Si, c'était La prophétie des Andes, ça. Le film, j'en ai dit un petit mot en disant que ça parlait de la mort et au-delà. J'ai dit ça comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire un film de l'homme imaginaire, d'après vous? L'homme imaginaire en film, j'aimerais beaucoup. Ce serait une grande surprise et inattendue, donc. Mais pourquoi pas, l'un ou l'autre chroniqueur qui suggère que ce serait pas trop difficile à faire. Et voilà, je lance des bouteilles à la mer maintenant à tout réalisateur ou scénariste qui s'intéresserait à ce livre, L'homme imaginaire. L'histoire de Pat et Cathy, une relation difficile, faite de beaucoup d'émotions, et qui au final, je pense, nous laisse une leçon de vie, qui est que quoi qu'il se passe, si on n'est pas un être autonome et épanoui soi-même, on ne pourra pas avancer dans
dans une relation vers une compréhension mutuelle, parce que on sera toujours coincé par ces traumatismes et finalement une introspection qui ne peut pas se faire. Et ça, c'est un gros problème qui fait que souvent les couples, effectivement, éclatent. Et vous avez une idée des acteurs qui pourraient jouer les deux rôles principaux ou pas? Perso, moi, j'aimerais bien jouer le rôle de Cathy, ça m'intéresserait. J'ai toujours rêvé de faire du cinéma, mais je n'en ai pas encore eu l'occasion. Qui sait? Quant à l'homme, peut-être un ami comédien auquel j'ai pensé, oui. Lorsqu'on produit quelque chose, eh bien, on reçoit le regard des autres, il y a la critique. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est tout à fait leur droit d'avoir une opinion différente. L'important, c'est d'avoir l'esprit ouvert et de pouvoir dialoguer, je pense, même si on n'est pas du même avis. Ça me semble évident. Et donc, du moment qu'ils ne sont pas agressifs, moi, je suis tout à fait prête à les laisser s'exprimer, à les entendre. Et justement, j'en prendrai de la graine. Alors écoutez, moi je vais vous demander quelque chose que je n'ai jamais demandé à une auteure ou à un auteur ou une autrice, c'est de lire un extrait de son livre. Alors vous avez le livre devant vous. Vous pourriez nous lire peut-être un extrait que vous avez choisi, hein, je tiens quand même à le préciser. Oui, que j'ai choisi en 3 minutes, oui. Disons que c'est un extrait qui, à première vue, est assez... on peut presque dire violent, en fait. Je suis tombée dessus, je me suis dit, ouf, peut-être ça peut parler au lecteur. C'est le chapitre 5, je vais vous lire un passage. Ce chapitre s'appelle « Trahison à répétition ». Voici le début. C'était mardi 23 avril 2019, à minuit passé, que Cathy écrit « Pat, je suis partagée entre le désir de te voir et l'envie de tout balancer, pour ne pas dire de t'arracher les yeux de la tête pour te la mettre à l'endroit. C'est ta vie, ce sont tes choix. Et moi, je suis bêtement là, peut-être pas à ma place après tout ce long week-end. Je me torture et je te fais mal sans le vouloir. Je comprends que je sois devenue dingue à vivre tellement fort mes sentiments pour toi et à rester dans l'ombre, comme si je devais avoir honte ou que toi, tu avais honte de moi. N'être rien, tu sais, c'est déjà être quelque chose. Mais combien de temps je tiendrai dans ce contexte? Moi non plus, je ne le sais pas. Parce que mon temps, comme le tien, passe et évite le temps de me demander si tu viendras un jour vers moi, ou si tu finiras par te marier, ou même par échafauder un déménagement avec cette femme qui a l'avantage d'être normale. Au moins, j'espère qu'elle ne te prend pas la tête comme l'autre Alice, et qu'elle te respecte au moins autant que moi, et que vous vous aimez pour de bon, pour la vie, pour toujours. Moi, je sais que je ne sais rien. Comme une spectatrice qui assiste impuissante au scénario d'un film déjà écrit et qui n'a aucun moyen d'interagir avec son déroulement. Tu imagines si les spectateurs au cinoche mettaient leur grain de sel dans une histoire d'amour et pouvaient influer sur la relation des personnages? Où irait-on? Donc j'attends avec impatience la fin de ce film dont tu es le producteur. Tu vas pas manger du beurre de cacahuète et des frites en même temps parce que tu sais pas de quoi tu as envie. Ça devient difficile à accepter. Sans pression, j'expose les faits parce que tout, sauf vivre dans le déni et l'hypocrisie, le mensonge, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors, en attendant que tu te décides à laisser la vie choisir à ta place, je ne serai peut-être plus là, morte ou désenchantée. T'en veux une bien bonne? Ben, j'en ai pas. Pas de blague ici, juste besoin que tu me rassures. Ce n'est pas suffisant de savoir que tu tiens à moi. Je suis foncièrement indépendante, pas le choix. Mais demande-toi si ta petite amie se satisferait d'un « je tiens beaucoup à toi » même si je fais l'amour avec une autre. Moi, c'est mon lot quotidien, depuis qu'on se connaît. Merci Céline Jacobs. Je rappelle donc le titre de votre nouveau roman qui s'appelle L'homme imaginaire, paru aux éditions du Lys Bleu. Alors avant de vous quitter, vous les auditeurs, vous commencez à en prendre l'habitude, n'hésitez pas à liker bien sûr ce podcast, à vous abonner, comme ça vous permettra d'être tenu au courant de la venue, de l'arrivée du prochain podcast. Partagez-le aussi, hein. C'est un clic, c'est très facile et ça me fait toujours très plaisir. Laissez un commentaire, n'hésitez pas, j'aime toujours bien les commentaires parce que ça me permet un peu de voir ce que vous avez aimé ou moins aimé. Allez, sur ce, je vous dis merci, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.